Et ça, justement, c'est le bouquin. J'en ai quelques-uns, si on s'intéresse. Je pense que je cherche à les vendre parce que je gagne que 75 centimes de droits d'auteur par mois. Donc, mais s'il y en a qui veulent retrouver les chiffres, il y a tout bon. On a eu le prix, voilà, l'Ultra Batterie Française, prix 2012, qu'on a partagé avec Wing, d'ailleurs. Donc, vous avez l'énergie 2000, vous voyez, alors, regardez quand même, on a fait, voilà, l'éolien, le solaire, le nucléaire, 10% chaque, quand même, là, on a fait d'énormes... les énergies fossiles sont passées de 80 à 42, et moyennant quoi, on arrive à 28,5. Donc ça, 28,5, ça ne couvre même pas le rythme du XXe siècle. Hein? Donc, et encore, si on prend le rythme dans lequel on vit depuis 15 ans, on arrivera à 50. Alors, on n'arrive même pas à atteindre le XXe siècle. Donc, alors, évidemment, on peut aussi économiser l'énergie. C'est vrai. Il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est qu'évidemment, il n'y a que ceux qui dépensent de l'énergie qui peuvent faire des économies d'énergie. On l'oublie, parce qu'on dit qu'il suffit que la planète. Dans la planète, il y a des gens qui n'ont pas d'énergie, ils ne vont pas l'économiser. Bon. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, et là, c'est plutôt à nous à faire, en particulier en France. L'isolation thermique des bâtiments, on est très très en retard par rapport à d'autres pays européens, y compris d'ailleurs les Allemands. Hein. Donc là, il y a des choses à faire. Toutefois, vous voyez ici, il y a quelque chose qui se développe beaucoup depuis quelques années, c'est Internet. Hein. Vous voyez, quand vous téléchargez sur votre ordinateur la version d'un quotidien, on va de plus en plus vers ça. C'est l'équivalent de l'énergie pour faire une lessive. Une simple recherche sur Google, hein, vous tapez chaque fois sur Google pour savoir ce qu'il y a dans la vie. 1 heure de lumière dépendait par une enjeu à l'économie d'énergie. Bon. Et un chercheur, vous voyez, de Dresde a montré que le fonctionnement d'Internet dans 25 ans pourrait consommer autant d'énergie que l'humanité tout entière aujourd'hui. Donc, on a quand même des soucis à se faire. Et puis, vous avez un autre défi, évidemment, dont je n'ai pas parlé, mais je vais dire un mot, c'est l'eau. L'eau douce. Donc, nos besoins, vous voyez, augmentent de 64 milliards de mètres cubes par an. Or, la seule solution pour l'avenir, c'est de dessaler l'eau de mer, et on reboucle sur de l'énergie. Vous voyez que c'est qu'il faudrait construire 30 tracteurs de type EPR. On a installé 65 000 éoliennes, donc de 5 MW. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors, il y en a peut-être qu'on regardait Thalassa l'autre jour, vous voyez, comme quoi je rebondis quand même sur l'actualité. C'est effectivement, c'est alléchant quand l'idée de penser qu'on a 475 milliards de mètres cubes d'eau douce tous les ans qui disparaissent dans nos mers, c'est bête, quoi. Bon. Et seulement, il faut les remorquer jusque là, c'était aux îles Canaries, hein. Et on a utilisé pour ça, vous voyez, au minimum, parce qu'il y en a, vous avez aussi des grandes toiles, là, des grandes voiles pour économiser le fuel, 4000 tonnes minimum de fuel pour, au bout du compte, avoir 4,5 millions de mètres cubes de gaz. Si on a la moitié qui a fondu quand même avant d'arriver, hein. Et ben avec ça, on aurait pu dessaler 9,3 millions de mètres cubes d'eau de mer. Hein. Bon, donc, faut peut-être le faire, mais et puis il y a les autres dépenses, hein. Il y a les grands filets qu'on a étudiés, etc. Enfin, bon, il n'y avait pas que les 4000 tonnes de fuel. Donc, vous voyez, c'est quand même difficile avant d'arriver à faire ça, ou alors il faudra trouver autre chose. Quoi. Mais on peut aussi. Hein. Donc, avant de conclure, là, juste alors, 2 minutes, hein, un mot sur le mix énergétique. Alors, il y a un événement qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, vous avez sans doute entendu parler. C'était le 30 juillet cette année, là, où vous avez eu 700 millions de personnes privées d'activité. 700 millions de personnes. Vous voyez ce que ça veut dire? La dernière fois que c'était arrivé, alors les plus anciens se souviennent sans doute, le 19 décembre 78, 8h32. Moi j'avais commencé mon cours en amphi d'ailleurs, c'était à 8h30, et vous êtes, hop, à 32, plus rien, dans le noir. Donc là, on serait dans le noir complet. Bon, et donc partout, les trains s'étaient arrêtés en race campagne, enfin les métros aussi, enfin tout, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'eau puisque c'est pareil, hein, donc plus aucune pompe ne fonctionnait, plus de chauffage, plus rien. J'ai vu d'ailleurs à la suite, je les ai publiés sur internet, mes chroniques, il y a eu des tas d'internautes qui sont venus pour dire « Ah ben ouais, moi je me souviens, je suis parti dans la neige avec mes petits talons à 5 km parce que le train s'était arrêté en race campagne, etc. » Il y a eu plein de témoignages, c'était très très amusant. Et il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, hein, il n'y avait pas de gestion par ordinateur. On peut se demander aujourd'hui ce que ça peut faire. Donc on peut aussi se poser la question, à quand la prochaine? Bon. Alors, la France, vous voyez, elle a multiplié par 11 donc sa consommation électrique en 50 ans. Et donc, même le thermique classique et l'hydraulique, si ça ne représente pas grand-chose, vous voyez, c'est bien plus qu'à l'époque.
Et quand vous regardez effectivement la progression sur ces 60 ans, là, 50, 2010, c'est à peu près 4,5% en moyenne pour 60 ans. Ça c'est la puissance maximale, hein, appuyée sur le réseau. Et le record, aujourd'hui, vous le savez, c'est celui du 8 février, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où on a franchi à 19h, oui, j'ai fini, hein, 19h, la barre des 100 000. On n'avait jamais franchi 100 000 mégawatts. Et quand vous regardez, alors vous pouvez, sur le réseau RTE, vous avez ça, un quart d'heure par quart d'heure tous les jours, vous pouvez trouver chaque source en plus d'électricité. Vous avez tout le détail, donc vous verrez que je raconte pas d'histoire. Le minimum, c'était à 4h30, vous voyez, 4h30, 5h du matin. Vous voyez le minimum, 84 500, eh bien c'était le maximum en 2005, là, vous voyez. C'est-à-dire que le minimum de notre consommation, là, était 5 ans après, 2007, 5 ans avant, le maximum, le pic d'il y a 5 ans. Donc, ce qu'on peut dire aussi, si je veux bien avancer, non, je ne vois plus là, pardon, ce que je faisais, voilà. Quand on dit qu'on veut essayer de descendre le nucléaire à 50%, là on l'a frôlé. Hein. Pourtant, il y avait pratiquement tous les réacteurs qui tournaient, ce qui est une gageure, c'est pas toujours comme ça. Il n'y en avait que 2 qui ne fonctionnaient pas, donc 56 sur les 58 qui tournaient. Eh bien, ce soir-là, le nucléaire ne fournissait que 58% de l'électricité, et même là, au minimum, on était à 70. Si vous regardez l'éolien, eh bien, à 3h du matin, il fournissait la moitié. Vous voyez, 3000 sur 6600, c'était 3,6% de la consommation. En revanche, à 19h, eh bien, il n'y avait plus que le quart des éoliennes qui tournaient. C'est-à-dire que vous voyez, alors, bon, photovoltaïque, on n'en parle pas, à 19h, un 8 février, en France, et donc, vous voyez, en dehors de l'intermittence, vous avez aussi la non-fiabilité. C'est-à-dire, on s'en fout que les éoliennes elles tournent à 4h du matin, on s'en foutait complètement. En revanche, on aurait bien voulu qu'elles tournent à 19h. Bah non, hein, parce que là, voilà, on est spectateur, on n'est pas acteur. Il faut vraiment stocker l'énergie. Alors tout ça, ça a un surcoût, hein, on parle des sources d'énergie, je ne sais pas si vous avez vu votre facture d'électricité depuis quelques années, ça c'est la mienne, hein, vous voyez. Chaque année, on rajoute des taxes. Hein. Je pense que ça dans les détails, non, parce que la courbe est intéressante. Donc vous voyez, si le coût du kilowattheure, en fait, il n'augmente pas énormément, vous constatez que les taxes, en fait, et puis on en a encore cette année, augmentent évidemment de plus en plus. Bon, non, parce que ça, je suis encore en train de remonter en arrière, voilà. Alors ça aussi, c'était la presse de la Manche, hein, vous l'avez vu. Bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger, quoi, ni nucléaire, ni effet de serre. Bon, je veux bien, mais il ne reste plus grand-chose, quoi. Hein. Bon. Donc, il faut aussi savoir être raisonnable. Voilà, c'est ma conclusion sur un coucher de soleil à Origny, hein, de l'île d'Origny, que vous aurez tous reconnu. L'humanité risque de manquer effectivement d'énergie dans l'avenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la planète, en fait, ne s'affranchira d'aucune source d'énergie, quelle qu'elle soit. Et donc, eh bien, il faut s'y préparer, afin de protéger au mieux, évidemment, l'avenir des générations qui arrivent. Je vous remercie de votre attention. Ça, c'est pas dans le Cotentin, hein, mais pas très loin. Merci quand même. Est-ce que ça marche? Bonsoir tout le monde. Je vais avoir la part difficile non pas de répondre à M. Fausse, que je connais bien, parce que nous sommes collègues de CLI depuis plusieurs années, pour la CLI à Révalsé. Les CLI, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Je rappelle, la Commission locale d'information du nucléaire. Et moi, j'ai la difficile tâche de parler de protection de l'environnement après tout ce qui vient d'être dit là. Donc, je ferai ce que je pourrai, et mon raisonnement n'est pas du tout le même, je pense que vous vous en doutez. Je vais aller aussi près de ce que j'ai fait, sinon ça ne va pas. Je vais rester comme ça, parce que sinon ça ne va pas aller. Alors, j'avais comme sujet, j'ai l'impression de passer à l'oral de M. Kett, c'est très rigolo. Ça va. J'avais comme sujet donc énergie et environnement.
C'était difficile parce que je connais M. Foss et je savais à peu près ce dont il parlerait et la manière dont il en parlerait. Donc de ce côté-là, je ne suis pas vraiment prise en traîne. Donc j'ai choisi de parler des énergies non renouvelables, c'est-à-dire celles que nous appelons classiquement les énergies fossiles, et de faire entrer dedans l'uranium. Et la première page que vous avez sous les yeux, ben c'est ça, une mine d'uranium, une torchère de pétrole en mer, et puis aussi un tas de charbon. Voilà, on continue. Alors, ces énergies fossiles, elles ont en commun d'avoir toutes mis des millions d'années à se constituer, et elles ne sont pas renouvelables. C'est ce qu'elles ont toutes en commun. Et donc, elles ont été exploitées depuis environ 150 ans, ça on est bien d'accord là-dessus, d'une manière totalement insouciante et excessive à nos yeux. L'unique objectif était de satisfaire l'enrichissement, le besoin d'enrichissement des exploitants, des différentes compagnies exploitant qui l'uranium, qui le pétrole avant et le charbon toujours. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les résultats qui ont été obtenus, là on a choisi de présenter ça d'une manière un petit peu humoristique. Les résultats qui ont été obtenus avec cette exploitation systématique des énergies fossiles, eh bien, nous les connaissons tous. L'agrément, c'est pas la peine d'en parler, vous le connaissez, mais aussi la surabondance, j'ai insisté là-dessus. Nous avons choisi une image de carrefour bloqué, un gamin, une personne, on ne sait pas trop si c'est un gamin, hyper gavé de surabondance. Voilà, c'est un peu de la provocation, mais après tout, on a le droit aussi. Seulement, cette facilité d'existence, elle ne concerne pas tout le monde, et surtout, elle concerne de façon très inégale l'humanité, et il y a toute une grande partie de l'humanité qui, elle, reste totalement en dehors de ces avantages-là. Et il faut bien penser à eux aussi. Alors, les traces dans l'environnement. Je ne vais pas parler une heure, je vous rassure, parce que sinon on n'en sortirait pas, je pourrais, mais non, je vais me retenir. Donc, quelles traces dans l'environnement? Eh bien, des modifications très importantes du paysage. Les modifications du paysage, bon, on pourrait choisir des tas de choses, je n'ai pas retenu beaucoup d'images, j'ai retenu celles des conséquences des pluies acides. Les pluies acides qui ont beaucoup fait parler d'elles il y a environ 10 ou 15 ans en Europe, et puis maintenant les choses ont été modifiées, l'industrie a réagi par rapport à ça, et ça concerne aujourd'hui plutôt l'Extrême-Orient que l'Europe occidentale. Alors, dans les conséquences sanitaires liées à l'exploitation abusive des énergies finies, on va dire ça comme ça, vous avez écrit là sur le transparent quelque chose de très brutal, et je vous explique de quoi il s'agit. Je vous explique. On va y revenir tout à l'heure, mais j'explique tout de suite. Il s'agit de condamnation par rapport à l'exploitation d'uranium. Il s'agissait à ce moment-là, on en parlera tout à l'heure dans un autre document, je crois bien que je vais revenir en arrière, je crois que c'est mieux. Donc je laisse comme ça et on reviendra en arrière sur cette image puisqu'on peut y revenir. Donc je reviens au déroulement du raisonnement, on reviendra là-dessus après. Parmi les conséquences très importantes et très sensibles du développement systématique des énergies fossiles, on va toutes les mettre dans le même paquet, il y a l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Elle n'est pas énorme cette augmentation, elle est seulement de 1 degré. Mais ce degré moyen d'augmentation de la température a été capable d'engendrer des conséquences très graves du fait du dérèglement climatique. Réchauffement climatique, c'est parfois difficile à dire, dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique entraîne comme conséquence la montée de l'eau. Et j'ai pris 2 exemples, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, j'en ai pris 2. J'ai pris celui de la tempête Xynthia en Charente-Maritime en 2010, qui a ravagé 400 km de terre et qui a quand même causé la mort de 53 personnes. Alors j'ai pris cet exemple-là parce qu'il n'est pas loin de nous et que nous l'avons certainement tous en mémoire. J'en ai pris aussi un autre qui est beaucoup plus important parce que ça concerne un territoire infiniment plus vaste, puisqu'il s'agit du delta du Mississippi. Et dans ce cas-là, dans cette situation-là, c'était en 2005, l'ouragan Katrina a ravagé à peu près la moitié de la surface de notre pays, la France, puisque c'est 233 000 km², et a entraîné 1800 morts. Donc, les conséquences du dérèglement climatique
ne sont pas à prendre à la légère. C'est ce qu'il faut retenir de ces images-là. Alors, par rapport aux conséquences liées au pillage des ressources non renouvelables, eh bien, nous avons retenu, puisqu'on a fait c'est un travail d'équipe, nous avons retenu des images de conflits. Je ne m'attarde pas beaucoup là-dessus parce que tout le monde sait que les conflits au Moyen-Orient et ailleurs aussi sont liés à cette nécessité de garder le contrôle des sources de pétrole. On est toujours là, ça n'a pas changé et ça continue. Les désastres environnementaux, vous les connaissez aussi. C'est pareil, j'ai pris seulement des exemples. J'ai retenu l'exemple de l'Erika au large des côtes bretonnes en 1999. Et puis j'ai retenu aussi, que je ne fais que citer, les catastrophes dans le golfe du Mexique. Voilà. Et en ce qui concerne le Niger, il s'agit cette fois-ci d'exploitation non pas d'uranium, ils ont beaucoup de chance les Nigériens, mais cette fois-ci de pétrole, qui se fait dans le mépris le plus total des populations locales. Et je crois encore une fois que le surdéveloppement dont nous profitons, nous, occidentaux, ne doit jamais nous faire oublier la situation du reste du monde, et j'insiste là-dessus, parce que ça me paraît très important. Un jour ou l'autre, ils se fâcheront et ils auront raison. Alors, je vais revenir à mon histoire de condamnation grave, là, parce que c'est quand même une affaire risquée, compliquée, et je vais y revenir et me prendre le temps nécessaire. À propos de l'uranium, sans lequel l'industrie nucléaire n'existerait pas, je l'ai retenu, alors que ce n'est pas une énergie fossile, mais je l'ai mis dedans parce que c'est une énergie dont l'exploitation est finie. Alors, sur l'énergie d'exploitation de l'uranium repose l'industrie nucléaire, dont nous savons à quel point elle est puissante, particulièrement ici, à la fois très puissante, très sophistiquée et très risquée. Et je me suis appuyée pour cette réflexion sur un document qui s'appelle Uranium, l'héritage empoisonné, qui est le travail de deux journalistes, Dominique Hennequin et Pascal Laurence, si mes souvenirs sont justes, parce que j'ai des notes, mais comme d'habitude, je ne les utilise pas. Et ce document a été tourné en 1999. Il a été utilisé pour la chaîne publique de télévision du Sénat. Il repose sur des constats de fait. Le principal constat de fait, c'est l'exploitation de l'uranium par la COGEMA puis par Areva sur 40 années, d'abord au Gabon, puis au Niger. Aujourd'hui, la mine qui est concernée et qui est évoquée, dont il est question dans ce documentaire, est la mine d'Imouraren, qui met en cause complètement les territoires des nomades de cette zone-là, qui n'existent plus en tant que territoire de nomades, mais qui aussi a complètement détruit des nappes phréatiques, bien sûr des nappes fossiles, une entièrement détruite et l'autre en voie de destruction. Lorsque je vais revenir sur la diapo tout à l'heure, là, hop, on revient, voilà. Je reviens à mon histoire de condamnation pour faute inexcusable ayant entraîné une maladie professionnelle. Il s'agit d'une condamnation qui a été prononcée à l'encontre d'un